Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Très heureux de vous retrouver. Au sommaire ce soir, la question des variants. Une dizaine de cas de variants sud-africains repérés dans les Alpes-Maritimes. Nous serons avec le chef du service infectiologie du CHU de Nice pour tout comprendre de ce variant et surtout essayer d'appréhender les risques car comme son homologue anglais, ce variant est très contagieux. La question de la taxe d'habitation, vous le savez, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Elle est supprimée depuis 2020, sauf que les communes attendent des compensations. Ladislas Polski, le maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes, sera notre invité. Par un simple calcul, il va vous démontrer que celle-ci n'est pas compensée et qu'elle pourrait même engendrer une augmentation des impôts. Enfin, le plan culture de la ville de Nice, l'adjoint à l'éducation de cette même ville de Nice sera notre invité. Éducation, car c'est dans les écoles que la culture va rebondir à Nice. 1,5 million d'euros sont sur la table. Jean-Luc Gagliolo qui sera avec nous sur ce plateau. Nos reportages également dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Nous serons avec Guilhem Ricaville, directeur des rédactions de la Provence. Patrick Roger également, comme chaque mercredi, notre éditorialiste. Et puis un très beau sujet à découvrir autour de la précarité étudiante, décrochage scolaire, difficulté à se nourrir. Reportage réalisé par Stéphanie Mossman. Ils se sont confiés, ces étudiants, à notre journaliste. Un reportage en long format dans le MAC de la rédaction ce soir sur l'antenne d'Azur TV dans les Alpes-Maritimes à 19h35, juste après ce grand direct. Mais d'abord, la question qui préoccupe les infectiologues et forcément toute la société, celle des variants. Bonsoir, professeur Michel Carles. Vous dirigez le service infectiologie du CHU de Nice. Je le disais, une dizaine de cas de variants sud-africains ont été détectés. C'est en tout cas les informations de Nice Matin, détectés dans les Alpes-Maritimes. Et comme on le disait pour le variant anglais, le problème c'est que ce sont des souches qui sont très contagieuses. Oui, tout à fait. C'est la principale préoccupation avec ces souches, c'est leur niveau de contagiosité et l'effet que ça pourra avoir sur le nombre de cas de personnes malades à prendre en charge dans les hôpitaux, dans une situation où on est déjà dans une certaine tension par rapport à la Covid, comme vous le savez, dans le département des Alpes-Maritimes. Dans la dangerosité même du virus, est-ce que le virus est plus virulent ou ça se contente, entre guillemets, d'être un virus un peu plus contagieux ? Non, la préoccupation est vraiment sur la contagiosité. Toutes les informations disponibles à ce jour qui ont été publiées ne montrent pas de modification significative ni sur la présentation de la maladie, ni sur la gravité des cas. Par contre, c'est effectivement cette contagiosité qui est notre principale préoccupation. Alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'à Nice et sur la Côte d'Azur, l'épidémie ne faiblit pas, au contraire, elle s'accroît, parfois même. Vos services et le service de réanimation également du CHU de Nice est saturé. Non, on ne peut pas parler de saturation, on peut parler de tension. On est vraiment avec un taux d'occupation qui, tous les matins, est proche des 100%, mais comme c'est une maladie pour laquelle on arrive à avoir un certain nombre de sorties et d'amélioration des patients au fil des jours, on arrive à restaurer des capacités d'admission tous les jours. Ça s'accompagne évidemment d'ouverture de lits supplémentaires pour pouvoir répondre à ce flux de patients. Donc l'hôpital est en tension, mais on ne peut pas dire qu'il est en saturation. Sur cette question des variants, les gestes barrières sont d'autant plus recommandés, ils le sont depuis le début de l'épidémie, mais peut-être que là, les Français et les habitants de notre région se relâchent un peu. Le gouvernement nous dit qu'il n'y aura pas de reconfinement dans l'immédiat. L'arrivée des vaccins aussi, qui a pu provoquer un espoir et une forme de relâchement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce relâchement, c'est votre pire ennemi ? Alors c'est certain qu'il ne faut pas confondre les espoirs qu'on fonde dans le vaccin et dans la vaccination et les effets immédiats qu'ils peuvent avoir. La vaccination, c'est la meilleure garantie que l'on a d'arrêter cette épidémie dans les mois qui viennent, mais ce n'est pas la solution pour tout de suite. Et pour tout de suite, la seule solution, ça reste l'application des mesures barrières. Et donc, il faut absolument que tout le monde reste très impliqué dans le respect de ces mesures barrières.
On le rappelle, le port du masque, on se lave les mains, on respecte la distanciation et on limite les rencontres familiales, par exemple, notamment si nous avons des seniors autour de nous. Cette question des variants, elle est préoccupante parce qu'on les voit apparaître là en nombre, le variant brésilien, le variant anglais, le variant sud-africain. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'apparition d'autres variants dans les semaines qui viennent ? Alors, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait d'autres variants. Le variant anglais va probablement prendre le dessus et devenir la souche majoritaire dans les jours et les semaines qui viennent. D'autres variants vont apparaître. Et en fait, effectivement, il n'est absolument pas exclu qu'on ait d'autres variants qui soient identifiés. C'est tout le sens aussi des campagnes de dépistage qui sont faites et de séquençage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est intéressant, comment fonctionnent ces mutations finalement, à quoi elles sont dues ? En fait, ces mutations sont dues à des erreurs de transcription. Tous ces virus ARN se répliquent grâce à une transcription. Alors, c'est effectivement peut-être un peu compliqué à expliquer, mais en fait, c'est comme quand on recopie un code. Il peut y avoir de temps en temps une faute de frappe, une erreur, une faute d'orthographe qui fait que les protéines, et en particulier les protéines exprimées à la surface du virus, peuvent être légèrement différentes de la souche commune. Et c'est ce variant qui va avoir une structure de surface qui va être légèrement modifiée, qui constitue ces variants pour lesquels ce qui nous préoccupe, c'est évidemment le fait que s'il y avait des variations importantes, il puisse y avoir une moindre efficacité de la réponse immune générée par une première infection avec un virus non variant ou générée par les vaccins. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du pourcentage de contamination qu'ils représentent, ces variants, dans les Alpes-Maritimes ou à Nice? On parle de 10% des cas aujourd'hui recensés? Non, les informations qu'on a, c'est l'enquête flash de Santé publique France qui date d'il y a quelques jours et qui estimait sur la région PACA qu'il y avait 14% de variants. Les données des eaux usées qui nous ont été transmises récemment, enfin aujourd'hui même, sur la ville de Nice, montrent que les variants sont présents dans les eaux usées et pas que le variant anglais, mais aussi des souches sud-africaines et brésiliennes. Donc les virus sont là, la proportion dans laquelle ils sont là, on le saura dans quelques jours avec la mise en place des outils de séquençage, mais on n'a pas de notion précise à ce jour, si ce n'est l'enquête de Santé publique France disant qu'il y avait au moins 14% de variants. Oui, vous redoutez que ce soit plus, évidemment. Est-ce que, du coup, pour terminer, ce sera ma dernière question, il faut s'attendre, ou en tout cas craindre, une explosion des hospitalisations dans les jours et les semaines qui viennent, même si on l'a dit, la situation est très tendue depuis plusieurs semaines dans le département des Alpes-Maritimes. Voilà, la situation est tendue. L'augmentation s'est légèrement ralentie ces derniers jours. Ça reste une augmentation, mais qui s'est ralentie. Les deux hypothèses sont sur la table. Soit on est proche d'un pic et on verra une régression des cas dans les semaines qui viennent, soit, et en partie à cause de ces variants, il peut y avoir un rebond. Et à ce moment-là, on risque à tout moment de voir une explosion des cas dans notre région. Donc évidemment, on espère qu'on est plutôt sur cette phase de plateau avec une diminution à venir dans les semaines qui viennent, mais l'hypothèse d'une flambée épidémique est absolument pas exclue. Merci beaucoup, professeur Michel Carles. Je rappelle que vous dirigez le service infectiologie au CHU de Nice. Et on le rappelle, donc la présence importante de ces variants. Soyez très vigilants. Les gestes barrières restent aujourd'hui la meilleure protection. Il ne faut pas se contenter de penser qu'on sera vacciné pour se dire protégé. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. La Covid-19 qui était au cœur du Conseil métropolitain, justement, à Nice aujourd'hui, les 49 communes de la métropole Nice-Côte d'Azur qui sont concernées. Christian Estrosi qui a fait un certain nombre d'annonces, dont une peut-être un peu plus surprenante que les autres. Le maire de Nice et président de la métropole souhaite analyser les rejets des avions qui se posent à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Claudia Olivier. En marge du Conseil métropolitain, le président Christian Estrosi a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la crise sanitaire. Parmi elles, sa volonté de voir les rejets des toilettes des avions analysés durant les escales à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Cette approche permettrait d'identifier la menace et d'agir en conséquence.
Je me rapproche donc aujourd'hui de l'aéroport pour mettre en place un protocole d'étude. Cette identification sera complétée par des tests PCR de criblage qui débutent au CHU avec les automates qui permettront en 36 heures de classifier le variant dont le patient est atteint. Il suffit d'analyser les rejets des WC de ces avions à leur atterrissage pour savoir ce qu'on risque de nous apporter comme mutant, comme variant qui pourrait ensuite envahir notre espace métropolitain. Et que nous exigeons, puisque nous y mettons les moyens nécessaires avec le CNRS et avec nos laboratoires, que ces procédures soient engagées sans attendre. D'autres mesures ont été évoquées, comme par exemple une campagne de rappel des gestes barrières dans les quartiers des Moulins ou encore de l'Ariane. Les analyses des eaux usées ont décelé une forte concentration des variants. Une réunion sera également organisée en début de semaine pour éviter la saturation des services de réanimation des hôpitaux de la métropole. Voilà pour le point donc à Nice et cette proposition faite par Christian Estrosi. On va rejoindre dans quelques instants Patrick Roger, notre éditorialiste comme tous les mercredis soirs. Mais avant cela, je vous emmène dans le Var, à la Seyne-sur-Mer, où la FSU, le syndicat enseignant, manifestait devant la mairie pour une question de carte scolaire, notamment pour la répartition des élèves dans le collège de la Seyne-sur-Mer. Le reportage est signé Thomas Bernabé. Les enseignants des collèges sénois sont remontés. Cet après-midi, certains d'entre eux se sont réunis devant la mairie de la Seyne-sur-Mer afin d'interpeller Nathalie Biquet, maire de la commune et surtout vice-présidente du département, sur les conditions des enseignants et étudiants dans ces établissements. Au collège Curie et à la Seyne-sur-Mer, il y a une problématique au niveau de la carte scolaire qui fait que l'établissement L'Herminier va se trouver en sureffectif l'année prochaine à la rentrée, alors que les collèges Éluard et Marie Curie, qui sont au centre-ville, vont eux justement perdre des élèves, perdre des classes, perdre des moyens et donc des postes aussi de professeurs. Et donc on est ici pour justement essayer d'appuyer le fait que la carte scolaire soit revue pour que les élèves de la Seyne soient répartis d'une manière plus équitable quelque part dans les établissements pour que tous puissent fonctionner au mieux. En effet, si le collège L'Herminier accueillera 853 élèves pour une capacité de 800 à la rentrée prochaine, les collèges Éluard et Marie Curie, eux, devraient en accueillir plus de 450 pour une capacité de 700. Une pilule qui a du mal à passer pour ces enseignants qui mettent en cause la mauvaise répartition de la carte scolaire. S'ils n'ont pas pu avoir un rendez-vous avec Nathalie Biquet, présente à un contrôle routier sur la corniche de Tamaris à la même heure, nous avons pu faire réagir la vice-présidente du département sur la question. Pour elle, la problématique des cartes scolaires est un sujet qui doit être regardé avec attention. La carte scolaire, on va la regarder, mais globalement, on sait très bien qu'il y a des gens, alors qu'il n'y a pas de dérogation, qui se font enregistrer à une adresse pour pouvoir bénéficier de ce nouveau collège. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai qu'il faut derrière avoir une stratégie. J'ai déjà travaillé sur des résidences qui étaient près de Vignelongue, où la carte scolaire, alors qu'ils allaient à Paul-Éluard, les renvoyer sur Vallon. On a réussi à changer juste sur un trait de crayon, c'est ça qui est terrible, et ça impacte énormément les familles. Et le président du conseil départemental est tout à fait favorable à ce qu'on regarde dans le détail ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Si en tant que vice-présidente du département, Nathalie Biquet assure se pencher sur la question, elle nous a également assuré qu'en tant que maire, un projet de nouvelle école dans le centre-ville était envisagé afin de garantir une meilleure répartition des collégiens. Voilà, la Seyne-sur-Mer et la carte scolaire qui n'en finit pas de faire parler chaque année, évidemment. Bonsoir Patrick Roger, merci d'être avec nous, patron de la rédaction de Sud Radio, aux commandes de la matinale de la station, aux côtés de Cécile de Minibus. On va évoquer avec vous le serpent de mer du moment, le reconfinement. Alors est-ce que le pays va se reconfiner? Olivier Véran qui évoque il y a quelques jours la possibilité qu'il n'y ait plus jamais de confinement, et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, qui indique qu'il ne faut pas s'attendre à un reconfinement dans les prochains jours. Est-ce que la France a changé de doctrine, mon cher Patrick? Est-ce que nous sommes un peu moins prudents qu'à une époque? Je pense qu'il y a surtout la part d'Emmanuel Macron et ensuite donc du gouvernement de tout faire pour éviter un reconfinement qui évidemment a déjà été critiqué. Il n'y avait par anticipation, il y avait eu énormément de critiques. Donc du coup, on essaie de communiquer, d'embrayer, d'emboîter le pas du chef de l'État derrière, en étant plus positif, plus optimiste, c'est vrai, dans le discours.
Vous l'avez dit, il y a eu Olivier Véran. Et donc aujourd'hui, lors du point presse, du compte-rendu du Conseil des ministres, c'est Gabriel Attal, le porte-parole, qui a dit qu'il y avait un chemin, certes il n'était pas large, mais il y avait tout de même un chemin pour éviter ce reconfinement. Et il fallait donc tout faire pour l'emprunter, y rester. Et en cela, il a souligné la responsabilité des Français. Donc vous voyez, c'est un peu la méthode Coué, finalement, de se dire... il y a une possibilité, il y a une solution. C'est aussi à vous qu'elle appartient, cette solution, si vous mettez tout en œuvre pour éviter ce reconfinement. Alors cela dit, ce n'est pas gagné, parce qu'à côté de ça, alors il a donné quand même, juste avant ça, il a donné quelques points plutôt aussi positifs. C'est-à-dire qu'il y a une stabilisation globalement des cas positifs. On était à 23 000, on est descendu sous les 20 000. Alors bon, c'est vrai qu'on fait à chaque fois du yo-yo, hein, d'un jour sur l'autre. Il y a une grande différence également entre les départements. Grosso modo, dans une cinquantaine de départements, c'est plutôt en baisse, le nombre de cas positifs. Dans une trentaine, c'est stable. Et dans une vingtaine, ça monte. Et c'est là où, en revanche, c'est un petit peu plus embêtant et un petit peu plus inquiétant. C'est que dans cette vingtaine de départements où ça monte, c'est là où il y a la présence du variant anglais. Ouais, chez nous. Il atteint maintenant des niveaux de 25 à 30, 35% dans certains départements, notamment en Île-de-France, où la situation est plus préoccupante, selon certains chefs de service, où il y a une poussée assez incroyable dans les hôpitaux d'Île-de-France. On sait que le risque, il est là surtout, hein, qu'il y ait une saturation, qu'on ne puisse plus soigner tout le monde, ou alors être obligé de les transférer vers d'autres régions, de faire appel au secteur privé, aux cliniques également, qui n'ont pas été sollicitées pour l'instant. Donc voilà, on est dans ce schéma. Selon certains spécialistes, et notamment des scientifiques et des chefs de service dans ces hôpitaux, il devrait y avoir quand même une montée, une poussée assez forte pour la première quinzaine du mois de mars. Et c'est là où la question pourra être sensible et reposer probablement du reconfinement. Mais c'est vrai, vous avez insisté, vous l'avez dit tout à l'heure, et Olivier Véran a beaucoup insisté, il faut éviter le reconfinement à tout prix, et peut-être qu'on n'aura pas à refaire de reconfinement. Donc on a l'impression qu'on veut jouer avec eux, on veut insister sur ce moral pour les Français, parce qu'il y avait une déprime collective. Le gouvernement l'a bien compris, il y avait cette menace de désobéissance civile il y a 10 jours de ça, et on essaie de se rassurer un peu comme l'on peut, sachant quand même que pour l'instant, il y a cette inquiétude du variant britannique, et il y a aussi les variants brésiliens et sud-africains qui ont été signalés en France. Alors c'est minime pour l'instant, c'est 1%, mais en revanche, ils sont quand même plus violents et difficiles à traiter. D'où toutes les interrogations qu'il peut y avoir sur les jours qui viennent. Et puis, il y a l'autre inconnu. C'est une période de vacances qui a démarré il y a quelques jours. Les deux autres zones vont être en vacances la semaine prochaine et la semaine suivante. Il va y avoir du déplacement. Est-ce que les gens vont être responsables, vont faire attention, vont se tester, vont éviter de trop de brassage pour passer ce cap difficile jusqu'à mi-mars? La question, évidemment, est posée. Vous avez entendu tout à l'heure le professeur Carles, chef du service infectiologie à Nice, nous indiquer que 14% des cas, au moins dans les Alpes-Maritimes, étaient liés à ces variants. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on mettra sur la table la possibilité des reconfinements locaux ? Oui, ça peut être une possibilité. D'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes qui préconisent des confinements locaux. En tout cas, une politique adaptée localement. C'est ce qui a déjà été fait à Nice, où parfois Christian Estrosi, que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, mais en tout cas, il a pris un certain nombre de décisions à Nice et puis ensuite qui ont été étendues un petit peu dans les Alpes-Maritimes, en tout cas dans l'agglomération, qui permettent de différencier et de s'adapter. Je pense que c'est la bonne stratégie qu'il faut adapter. Alors, pas forcément à l'échelle d'une région, ça peut être à l'échelle d'un département ou alors parfois d'une région ou d'une ville, d'essayer. C'est ce qui s'est fait en Asie et qui a très bien fonctionné. Alors après, en France, on n'est pas habitué, on est dans un État très centralisé, très jacobin, on a du mal à faire redescendre et à faire confiance au terrain, et pourtant, c'est probablement sur le terrain que l'on gagne face à l'épidémie et qu'il faut être capable de prendre des décisions. Et vous l'avez vu, soit de reconfiner, mais
Vous l'avez vu, parce que en fait c'est en lien avec ce que vous dites, le tribunal administratif de Nice par exemple a cassé l'arrêté de Christian Estrosi pour interdire les locations saisonnières sur le périmètre de sa métropole. On peut imaginer que si un édile ou un président de région prend une telle mesure ou essaye de prendre une telle mesure, il sera probablement attaqué. Oui, bah bien sûr, voilà, c'est toute la difficulté. Il y a, qu'on soit d'accord ou pas aussi avec lui, le maire, par exemple, de Perpignan, Louis Alliot, qui était notre invité hier, de rouvrir absolument les 4 musées de la ville. Bon, bah, vous avez vu, il est attaqué, évidemment, en justice également, et le tribunal administratif va rendre sa décision en fin de semaine. Donc, évidemment, dès qu'on déroge un peu, on est attaqué par le pouvoir, par la justice, parce qu'il y a des recours qui sont engagés aussi, évidemment, par l'État, par le gouvernement, les autorités préfectorales. Et c'est là où c'est quand même un peu paradoxal, parce que on demande au terrain de faire des efforts, d'être capable de s'adapter, de réagir. Et quand le terrain le fait, alors pas toujours en accord évidemment avec ce qui est décidé au niveau national, mais on vient leur reprocher. Du coup, c'est difficile. Et là, incontestablement, il y a un manque de cohérence entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut mettre en application immédiatement. Alors évidemment, il ne faut pas que ça mette, pour Louis Alliot, de faire cavalier seul comme ça et de prendre cette décision avec peut-être un certain nombre de risques. Il faut être vigilant, parce qu'on peut imaginer que derrière, il y a un édile, il y a un élu qui décide de rouvrir tous les cafés, tous les restaurants, et qui participera à la contamination. Donc il faut être prudent, mais je pense qu'il y a quand même une politique de petits pas à mener pour prendre des décisions localement, à une échelle qu'elle soit régionale, qu'elle soit locale d'une ville. Merci beaucoup Patrick Roger, bonne soirée à vous, on vous retrouve demain matin évidemment sur les antennes de Sud Radio avec Cécile de Minibus. Merci à vous, à la semaine prochaine. Avant de rejoindre le maire de la Trinité, Ladislas Polski, pour évoquer la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, vous allez le voir, il pourrait y avoir des mauvaises surprises pour vous, administrés. Juste un petit point sur l'affaire du féminicide, ce terrible féminicide qui a eu lieu ce week-end à Fréjus, dans le Var. Cet homme de 71 ans qui a poignardé à mort sa compagne, âgée de 43 ans, devant ses 2 enfants. Il a été mis en examen et écroué pour meurtre par conjoint. Ce sont les informations données par le procureur de la République de Draguignan. Le procureur Cambarou, qui a donc apporté toutes ces précisions. Il est donc écroué après donc ce terrible féminicide. Voilà, vous le voyez sur cette infographie, l'homme qui affirme avoir perdu la tête ce soir-là. Voilà. Ladislas Polski nous attend donc pour ce grand direct. Bonsoir, merci d'être avec nous, maire de la Trinité dans les Alpes-Maritimes. Vous avez soulevé un lièvre, Ladislas Polski, parce que vous avez fait vos calculs, vous avez examiné les comptes de la commune, et cette fameuse taxe d'habitation qui est supprimée depuis 2021 pour l'immense majorité des foyers, eh bien, selon vous, elle ne sera pas compensée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a au milieu de tout ça le syndicat intercommunal, le SIVOM, qui est dans votre cas le SIVOM de la Blaquière, qui donc ne verra pas compenser la perte apportée par la taxe d'habitation jusque-là? Oui, c'est cela. En fait, il y a une très grosse injustice fiscale dont nous sommes victimes, qui concerne peu de communes finalement. En tout cas, toutes les communes du SIVOM Val-de-Banquière dans les Alpes-Maritimes, mais aussi quelques autres SIVOM dans la France entière. Tout simplement, l'engagement du président de la République qui était de compenser à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation pour les communes n'est pas tenu. Pour les communes qui font partie de SIVOM, qui ont une contribution fiscalisée. Et pour faire simple, si rien ne se passe, l'État va d'autorité transférer ce manque à gagner de taxes d'habitation supprimées vers le foncier bâti et va doubler la taxe foncière des Trinitaires et des habitants d'autres communes dans le même cas de figure, qui se verraient donc finalement soumis à une terrible injustice.
Alors, vous avez fait les calculs, je le disais tout à l'heure, c'est un manque à gagner de 400 000 euros. Pour une commune de 10 000 habitants comme la vôtre, c'est une part très importante du budget et des revenus fiscaux. D'autant plus que 400 000 euros, ça c'est la première année en 2021. Oui, c'est ça. La taxe d'habitation, elle est progressivement supprimée sur 3 ans. À l'horizon 2023, c'est plus de 1 million d'euros qu'il manquera au budget communal, c'est-à-dire 10% du budget. Et ce manque à gagner, encore une fois, d'autorité, il va être par l'État transféré sur de la taxe foncière, ce qui est une inégalité manifeste. Et ça représente parfois une augmentation de 1 000 euros de la taxe foncière pour certains de vos administrés. Donc c'est quand même une somme importante. Effectivement, selon nos calculs, pour une famille qui a une maison individuelle et qui donc paye la taxe foncière, il pourrait s'agir d'une augmentation d'environ 1 000 euros, en tous les cas d'un doublement de la taxe foncière, ce qui est proprement hallucinant, si j'ose dire, et qui va à l'encontre même de principes constitutionnels, l'égalité des citoyens devant la charge publique, puisqu'il y aurait, encore une fois, une inégalité entre l'immense majorité des Français qui verront leur taxe d'habitation disparaître, et puis les trinitaires et quelques autres qui, eux, verraient leur imposition locale, par le biais de la taxe foncière, augmenter. Alors je me mets à la place de vos administrés, j'aurais envie de vous demander du coup ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà contacté d'autres CIVOM, c'est-à-dire en France d'autres communes qui sont regroupées dans ce syndicat à vocation multiple, c'est ce que veut dire le terme CIVOM, et de quelles armes disposez-vous pour tenter d'infléchir la situation ? Bien, avant tout, nous sommes pleinement solidaires entre les différents maires du CIVOM Val-de-Banquière, autour du président Jean-Jacques Carlin, qui est lui-même maire de Saint-André-de-la-Roche, et nous avons alerté toutes les autorités départementales et nationales. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons eu aucune réponse concrète. Le ministre des Comptes publics, M. Olivier Dussopt, a été lui-même interpellé, notamment par le biais d'une sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone, pour ne pas la citer. Et pour l'instant, il a répondu en séance même du Sénat des choses assez inquiétantes, assumant d'une certaine manière qu'il y ait un effet de report sur le foncier. J'ai moi-même écrit au ministre Dussopt et j'attends sa réponse. Je sais que des interventions auprès du gouvernement sont faites, y compris par des parlementaires du département. J'ai moi-même échangé avec le président de la métropole. Donc, en plus haut lieu, effectivement, nous sommes en tout cas soutenus au plan local. Nous attendons maintenant une réponse concrète du gouvernement, parce que s'il n'y en avait pas, effectivement, nous n'aurions d'autre choix que d'en référer à la justice administrative. Je dois dire aussi que j'ai souhaité en toute transparence informer mes concitoyens et j'ai fait distribuer une lettre aux trinitaires les informant de cette situation. Elle est en train d'être distribuée. Elle sera dans toutes les boîtes aux lettres de tous les trinitaires. Je dois dire que je reçois un grand nombre de messages de soutien de mes concitoyens qui sont conscients qu'il nous faut ensemble mener cette bataille pour nous tous. Merci beaucoup Ladislas Polski, on va suivre ça de près parce qu'évidemment beaucoup de communes sont concernées et donc les 12 communes du CIVOM autour de la commune de la Trinité et effectivement c'est une mauvaise surprise. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Nous nous intéressons maintenant à la culture, au monde de la culture qui est en grande souffrance. Vous le savez, 100 jours que les lieux culturels sont fermés, cinéma, musées, théâtre, les cinémas justement. Claudia Olivier et Victor Labbé se sont rendus à Saint-Raphaël, au multiplex Le Lido que vous voyez sur ces images. Le cinéma est exsangue, à bout de souffle, puisque les propriétaires et les gérants souhaitent tout simplement sa réouverture le plus rapidement possible. Depuis 10 ans, Fabrice est chef opérateur dans ce multiplex situé au cœur de Saint-Raphaël. Malgré la fermeture de l'établissement, il ne cesse de continuer à travailler et s'activer dans les coulisses. On va dire qu'une fois par semaine, je viens, je fais le tour des cabines, j'allume un peu tout remettre en tension pour voir s'il n'y a pas de souci. C'est un peu comme une voiture, si on la laisse trop longtemps à l'arrêt,
c'est pas bon. Sans aucune date précise de réouverture, le calendrier cinématographique ne cesse d'être perturbé. Une concurrence déloyale face à des plateformes de streaming qui continuent de diffuser en avant-première de nombreux films. Même si on nous donne l'autorisation de rouvrir, si les distributeurs ne suivent pas et qu'ils ne nous envoient pas du film, on est bien embêté parce qu'on sera obligé de repartir avec des films qu'on a déjà, qu'on devait passer. On risque d'être embêté d'approvisionnement du film en fait. Avec une perte de plus de 80% de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, le directeur est à bout et demande une réouverture immédiate. Il n'y a aucune étude qui prouve qu'on ait des clusters. Et donc ça n'a aucun sens. Voilà, et moi j'ai hâte de rouvrir pour faire des animations en attendant d'avoir des films, voir du théâtre comme on avait prévu il y a quelque temps. Voilà, donc réouverture immédiate. Pour les commerçants et les habitants de la commune, cette fermeture reste toujours une incompréhension. Moi je trouve que c'est stupide, ils devraient faire au moins des ouvertures et faire rentrer moins de gens et ils peuvent contrôler vu qu'ils ont déjà la sécurité déjà et qu'ils font les démarches pour ça. J'ai des répercussions, c'est-à-dire que les gens avant le cinéma, après le cinéma, ils viennent boire un verre chez moi, ils viennent manger quelque chose et tout, comme j'ai le bar à vin. À partir du moment où le cinéma est fermé, moi je suis impacté aussi avec le cinéma. Donc, c'est pas tellement justifié, enfin bon... On peut le comprendre, mais par rapport à certaines choses qui sont ouvertes, c'est vrai que la culture en ce moment, c'est quand même, ça manque, c'est sûr. Le directeur l'assure, tout a été mis en place pour accueillir de nouveau les visiteurs en toute sécurité. Malgré la fermeture des salles de cinéma, les membres de l'Académie des Césars sont appelés à voter pour les films sortis en 2020. Bonsoir Jean-Luc Gagliolo, j'allais vous appeler par le pseudo qui a fait la renommée de votre famille. Vous êtes adjoint au maire de Nice, délégué à l'éducation. Et la culture, vous la connaissez bien parce que vous êtes aussi l'un des garants de la tradition niçoise sur le territoire. Et vous portez aussi ce plan culture dans les écoles niçoises à la rentrée prochaine, 1,6 million d'euros sur la table. Il y a un appel à candidature aussi qu'on va relayer dans quelques instants pour pousser les artistes à se manifester en fait, tout simplement, et donc à intervenir dans les écoles. Vous l'avez présenté en début de semaine, ce plan. C'est 12 heures d'enseignement artistique par an, au minimum par élève. Il y a une première expérimentation dans 21 écoles qui va être menée dès la rentrée et l'idée c'est de le généraliser dans les 164 ou 170 écoles primaires et maternelles de la ville de Nice. Il y a un double enjeu. Donner l'accès à la culture à tous les élèves et puis donner un petit coup de pouce aussi aux comédiens, aux compagnies, aux musiciens qui sont là en souffrance. Absolument. En fait, le principe, c'est d'abord que nous allons remplir un engagement du maire qui était d'amener la culture dans les écoles. Donc Christian Estrosi avait dit lors de la campagne que nous serions en mesure effectivement d'imaginer un plan qui permettrait à tous les enfants, de la maternelle au CM2 pour commencer, d'avoir accès à la culture. Et avoir accès à la culture, ça n'est pas d'abord aller vers la culture quand on n'en est pas familier, quand on ne la connaît pas, c'est faire en sorte pour la collectivité territoriale d'amener cette culture auprès des enfants. Et auprès des enfants, au plus près des enfants, c'est d'abord à l'école. Donc ce plan, vous l'avez dit, c'est d'abord de permettre aux artistes d'intervenir dans les écoles de manière régulière, tout au long de l'année, et évidemment plusieurs années d'affilée. Nous mettons en place cette année d'expérimentation dès septembre prochain, par laquelle les artistes vont intervenir, effectivement, vous l'avez dit, sur des modules de 96 ou 72 heures, selon les cas. Ils vont s'installer dans l'école, dans un des deux modules, ils vont s'installer dans l'école ou dans un établissement culturel qui est à proximité, si l'école ne le permet pas, et ils vont donc partager leur processus créatif avec les enfants, ils vont échanger avec eux, ils vont parler de leur pratique artistique, ils vont permettre donc ça va bien plus loin que Lecture pour tous, oui, bien évidemment, qui rencontre un vrai succès depuis 12 ans qu'on vient de voir. Là, bien sûr, mais Lecture pour tous n'est qu'un des dispositifs municipaux qui existent en direction des écoles déjà. Donc ce que nous faisons vient s'ajouter aux dispositifs existants et donc par le dispositif culture à l'école, 100% culture à l'école, eh bien nous allons permettre aux artistes de s'installer durablement dans l'école et de partager avec les enfants en fait et avec les enseignants. Parce que tout le principe est le suivant, c'est que lorsque les artistes auront porté leur candidature, auront présenté leur candidature et qu'ils auront été sélectionnés par le jury composé de la ville de Nice, de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, et de l'éducation nationale, ce qui est essentiel, eh bien les artistes sélectionnés pourront prendre contact, échanger avec les enseignants et
co-construire avec eux un projet qui arriverait parachuté dans une école, qui serait dupliqué, n'aurait pas d'intérêt. Par contre, un projet qui s'adapte à la pratique pédagogique, un projet qui s'adapte au type d'élèves, et un projet qui s'adapte aussi au projet d'école, eh bien, sera parfaitement adapté. Alors, comment les artistes peuvent candidater? Quel profil recherchez-vous? Alors, parce que là, il y a un appel à candidature qui est lancé. D'abord, l'appel à candidature s'adresse à des artistes professionnels, à des professionnels de la culture. Ce sont des artistes qui vont relever du champ des arts plastiques, des arts vivants, de la musique, de l'image, du patrimoine et de la littérature. Donc vraiment des artistes qui sont spécialisés dans un domaine, mais qui pourront aussi opérer une transversalité en fonction du projet monté avec l'enseignant. Ces artistes vont présenter leur candidature sur un site internet dédié, Culture à l'école, tout attaché, culturealécole.nice.fr. Et s'ils le désirent, ils peuvent même passer un coup de fil ou passer un email pour avoir des informations. Alors le numéro de téléphone, c'est le 04 97 13 21 14. 13 21 14, et le site internet et l'adresse mail, c'est culturealécole@ville-nice.fr. À partir de la semaine prochaine, du 15 février et jusqu'au 15 mars, les artistes vont pouvoir présenter leur candidature et surtout présenter leur envie d'intervenir dans les écoles. Parce qu'être un artiste, effectivement, c'est quelque chose qui est précis et chacun sait comment se définit son art. Par contre, la capacité à transmettre, la capacité pédagogique, tout le monde ne s'en sent pas forcément capable, donc ne peuvent présenter leur candidature que des artistes qui ont envie d'aller dans les écoles, qui ont déjà éventuellement été dans les écoles. Oui, parce que ça se fait déjà. Ça se fait déjà, bien sûr. L'idée, c'est aussi de les soutenir. Alors évidemment, là, on est à horizon de la rentrée prochaine. Christian Estrosi a d'ailleurs dit qu'il s'engageait à ce que la vie culturelle reprenne à partir du 15 septembre. Mais il y a aussi cette dimension sociale auprès des artistes, parce qu'ils souffrent depuis le mois de mars dernier. Ça va leur donner des dates, tout simplement, et peut-être un retour aussi au public. Oui, alors il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord la dimension sociale, vous l'avez dit, bien sûr, mais il y a aussi la dimension citoyenne, parce que ces artistes sont par nature des personnes qui font le lien entre différents types de populations et qui vont apporter de nouveau un peu de vie à la fois dans les écoles mais aussi dans les familles, parce que les enfants qui vont recevoir ces rencontres, ces visites, vont échanger à la maison, vont partager, vont faire vivre ce qu'ils ont vécu plusieurs fois, plusieurs semaines, et chaque année ça va se développer, puisque dans 5 ans, ce seront tous les écoliers niçois, 30 000 élèves chaque année, qui bénéficieront de ce dispositif sur les 170 écoles. Donc 100% des classes, 100% des élèves, 100% des écoles. Je parlais de Lecture pour tous, qui est l'opération emblématique qui, au départ, avait pour mission de lutter contre l'illettrisme. Alors, c'est réducteur. Alors, c'est déjà un combat immense, parce que c'est un vrai fléau, mais ça a dépassé toutes les frontières de la simple lutte contre l'illettrisme. Vous faites intervenir des auteurs, des écrivains, des comédiens aussi, parfois. Bientôt des musiciens, on va dire. Voilà, musique pour tous. Musique pour tous. Ça aussi, ça fait 10 ans, 12 ans que ça existe. Oui, c'est ça, 2008. Dans les écoles de la ville de Nice, et ça rencontre un succès phénoménal. Alors ça rencontre un véritable succès parce qu'en fait ça répond à un vrai désir. En fait le succès dépend du désir, et en l'occurrence ces écrivains qui sont des écrivains volontaires, on ne force personne évidemment, et qui ont cette habitude d'échanger avec les enfants, ces écrivains déclenchent des goûts, des appétences à la lecture, à l'écriture parfois, à la comédie, puisque nous faisons aussi intervenir des comédiens régulièrement. En fait, le principe, c'est très simple, c'est qu'en créant le contact, on crée le désir. Et très souvent, un artiste est quelqu'un qui est passionné et qui est naturellement aussi en mesure de transmettre sa passion. Alors, je sors un tout petit peu du cadre de la culture, parce que c'est une question qui préoccupe aussi beaucoup les parents, et pas que les parents d'ailleurs, la société en général. Le cas des variants, la contagiosité. On débat beaucoup aussi de l'attitude à adopter avec les enfants. Faut-il les obliger à porter le masque? Sont-ils contagieux? C'est une préoccupation du quotidien, j'imagine, pour l'adjoint c'est plus que ça, c'est une préoccupation de toutes les heures, de toutes les minutes en ce moment. Il y a 2 éléments. Alors, il y a ce qui relève évidemment de l'État, et l'éducation nationale applique les règles avec ses enseignants. En ce qui concerne la ville, ce que nous faisons, nous, c'est que nous sommes attentifs effectivement à respecter les protocoles sanitaires pour l'accueil du matin, pour la garderie du soir et pour le temps du midi, c'est-à-dire pour la cantine, la restauration scolaire. Donc nous,
toute notre difficulté, si vous voulez, c'est effectivement de faire en sorte que, dans la continuité de ce qui est fait par l'Éducation nationale, nous nous inscrivions dans le respect des protocoles sanitaires. Et nous le faisons avec conviction que c'est indispensable. Et en appliquant la loi, tout simplement. Les protocoles sanitaires sont stricts, nous respectons. 2 mètres de distance pendant la cantine, nous les respectons. Ça nous amène à mettre en place dans des écoles parfois 2 services, parfois 3 services. Oui, parce que la cantine, c'était l'une des questions c'est extrêmement capitales. compliqué. Donc il ne faut pas effectuer de brassage entre les classes. Il faut que les enfants mangent regroupés. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça intensifie considérablement et ça rend beaucoup plus difficile le travail des agents municipaux qui sont d'un dévouement total. Et vraiment, je leur rends hommage parce que c'est un travail qui est dur habituellement, mais qui est rendu certainement 2 ou 3 fois plus dur actuellement. Donc vraiment, ce que nous essayons de faire, nous, c'est d'appliquer la loi, de respecter les protocoles et de protéger les enfants, tout simplement. Merci beaucoup Jean-Luc Gagliolo. Je rappelle juste que cet appel à candidature est lancé. On va donner le numéro de téléphone. On a pu préparer le synthé. Vous allez me dire si j'ai pas fait d'erreur, parce que je l'ai noté en même temps que vous l'avez donné tout à l'heure, le 04 97 13 21 14. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a un site internet aussi. Rappelez l'adresse. Oui. culturalecole.nice.fr. Si vous êtes un acteur du monde culturel professionnel, musicien, comédien, à la tête d'une compagnie de théâtre, artiste, plasticien, il n'y a pas de discrimination sur l'art pratiqué. On a même vocation à accueillir tous les artistes qui le désireront. Voilà, et c'est vrai que c'est un beau projet, ces heures d'enseignement qui vont donc être co-construites avec l'Éducation nationale, les professeurs, les élèves. On rappelle 6 000 élèves voilà, 6 000 dès septembre, donc c'est 21 écoles. Et puis à horizon 2025, vous espérez pouvoir généraliser dans les 170 écoles de la ville de Nice. Merci beaucoup Jean-Luc Gagliolo et à très bientôt sur les antennes d'Azur TV. Vous allez rester avec nous juste pour regarder ce reportage. On parlait des écoles, les écoles primaires, les collèges, les lycées et ensuite les études supérieures. Là aussi, c'est un sujet qui nous occupe depuis plusieurs semaines maintenant, la précarité des étudiants. Vous découvrirez sur l'antenne d'Azur TV à 19h35, juste après ce grand direct, un long format plutôt exceptionnel réalisé par Stéphanie Mossman dans le cadre de notre MAG de la rédaction. Elle a recueilli les témoignages de ces étudiantes et de ces étudiants qui souffrent, qui sont en décrochage scolaire, qui ont du mal à se nourrir, qui ont hâte de retrouver les amphithéâtres. 13 minutes vraiment poignantes. Vous allez découvrir ces profils, ces étudiants parfois étrangers qui sont obligés d'aller dans les épiceries solidaires. En voici un petit extrait et puis on rejoindra juste après Guilhem Ricaville, directeur de la rédaction du groupe La Provence. Comme beaucoup d'étudiants, Elisa, elle aussi, est inquiète pour son futur. Boursière, elle habite dans cette résidence universitaire du Crous. Et si certains mois sont plus difficiles que d'autres, la jeune femme ne se plaint pas. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté une bouteille de jus d'orange, du sel et j'ai acheté du chocolat chaud aussi. J'en ai eu pour à peu près 10 € là, mais c'était juste pour un complément. Sinon, j'en ai à peu près pour 50 €. C'est vrai qu'à la fin du mois, c'est un peu ric-rac, mais ça va. Étudiante en première année de droit, c'est ici, dans ce studio de 21 mètres carrés, qu'elle suit ses 21 heures de cours par semaine. Lundi, j'ai eu 8h, 11h. Mardi, j'ai eu 13h30, 19h30. Mercredi, j'ai eu 9h, 19h30. Elisa n'a pas mis un pied à la fac depuis le 2e confinement. Et même si certains cours sont obligatoires, la jeune Perpignanaise a perdu le rythme avec le travail à distance. Souvent, je me lève, il est midi. Ensuite, je regarde des séries sur Netflix. Avant, j'allais tout le temps en cours, donc même si le cours ne m'intéressait pas, j'écoutais et je me disais, ouais, c'est une matière à passer et tu la passes et puis voilà. Hein. On est souvent distrait par nos choses qui nous entourent, donc ça me déconcentre et j'ai plus envie d'aller en cours, quoi. En manque de motivation, l'étudiante est en décrochage. Et si elle n'en a pas encore discuté avec ses parents, c'est qu'elle espère obtenir malgré tout son année. Au début de l'année, je me suis dit, il ne faut pas que je rate ma première année parce que sinon, mon année préparatoire n'a servi à rien. Et là, je suis en train de me dire que je suis complètement en train de la rater. À côté de ses études, Elisa cumule 2 emplois pour arrondir les fins de mois. La jeune femme empoche notamment 150 € en passant des appels de soutien aux jeunes de sa résidence. Entre précarité et mal-être, la situation n'a jamais été aussi préoccupante pour les étudiants.
Près de 3 jeunes sur 4 ont déclaré avoir été affectés au niveau physique, affectif ou psychologique durant la crise sanitaire. Ça se traduit par des phénomènes d'angoisse, d'idées noires, d'impression d'isolement, d'insomnie aussi et de perte de volonté. C'est surtout ça qui se manifeste. Ceux qui sont les plus touchés, c'est les étudiants étrangers. On a à peu près un grand quart de nos consultations qui sont le fait d'étudiants étrangers. Parmi ces étudiants étrangers, une Vietnamienne de 19 ans, arrivée sur le territoire il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, la jeune femme n'a pas les moyens de s'acheter à manger. Chaque semaine, elle se rend ici, à l'épicerie solidaire Lagorae, pour faire quelques emplettes. On a du riz de basmati qui est vraiment très bon. Aussi, on a du pain gratuitement. Avec les produits gratuits, offerts par des boulangers niçois par exemple, et ces denrées achetées quelques centimes, l'étudiante en informatique à l'IUT de Nice a de quoi tenir quelques jours. Depuis mars dernier, elle peine à joindre les deux bouts. À cause du Covid-19, j'ai perdu mon travail il y a 2 mois. Et aussi, avec mon titre de séjour, il est expiré depuis 6 mois, je crois. Et je n'ai plus la CAF. Comme tout, des milliers d'étudiants à travers l'Hexagone sont en difficulté financière. Aujourd'hui, l'épicerie solidaire et sociale niçoise compte 160 bénéficiaires. C'est 50 de plus qu'à la même période l'année dernière. Et les demandes ne cessent d'affluer. Voilà, reportage à découvrir en intégralité, 13 minutes, le MAC de la rédaction préparé par Stéphanie Mossman sur les antennes, sur l'antenne d'Azur TV, donc dans les Alpes-Maritimes à 19h35. Mais si vous êtes dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, vous pouvez vous connecter sur le live du site internet d'Azur TV, le www.azur-tv.fr. L'application aussi disponible sur l'Apple Store et l'Android Store, donc sur les téléphones portables et sur les tablettes. Vraiment un magazine à regarder que je vous conseille parce que les témoignages sont édifiants et disent beaucoup de la situation de détresse que vivent ces étudiants sur la Côte d'Azur et donc dans notre région. Bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du groupe La Provence, pardon. J'ai du mal, directeur des rédactions. Alors je ne vais pas vous coincer sur les thèmes parce qu'on les prépare toujours un peu avant votre intervention. Je voudrais juste signaler que demain on retrouvera dans la Provence cette info que vous avez révélée notamment par la plume de Romain Capdepont, la grande patronne des CRS de la région sud, donc c'est les 21 départements de la région sud, 2500 CRS, PACA, Corse et Occitanie, qui a été démise de ses fonctions suite à un rapport de l'IGPN pour ses pratiques tyranniques. Donc Marie-Joseph Mazel, 54 ans, est donc évincée. C'est à lire demain, alors c'est déjà à lire sur le site internet de la Provence, mais plus de détails évidemment demain. C'est assez édifiant, les informations récoltées par Romain Capdepont. Autre dossier très important demain, les couacs de la vaccination en Provence. On ne cesse de parler de ces couacs dans notre région et vous y revenez longuement demain. Oui, effectivement, on a fait travailler l'ensemble des journalistes des éditions de la Provence, dans le Vaucluse, les Alpes d'Haute-Provence et bien sûr les Bouches-du-Rhône, et on a essayé de faire remonter des témoignages de la situation réelle de ce plan de vaccination, savoir si oui ou non on pouvait se faire vacciner, si les personnes prioritaires étaient bien prises en charge. Et effectivement, les témoignages montrent les difficultés qui se présentent avec l'absence de doses dans certains centres de vaccination, la difficulté surtout pour prendre des rendez-vous et par conséquent la colère des aînés, des seniors et de leurs familles qui désespèrent de pouvoir faire vacciner les plus âgés d'entre nous dans leur famille. Donc tour d'horizon sous forme de témoignages très détaillés et très précis de cette situation qui oui forcément est très tendue et plutôt inquiétante, même si en France on est à peu près aujourd'hui à 2 millions de personnes vaccinées, on se rend compte que cela avance lentement et peut-être trop lentement. Oui, et surtout dans notre région, on entendait hier la colère du maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, qui est obligé de fermer, comme tous les centres de vaccination du département, d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes pour 10 jours, parce que pas assez de doses. Les doses de primo-injection sont réservées aux EHPAD et très peu de doses aussi pour la deuxième injection. Donc voilà, semaine blanche, 10 jours même blancs. On vient d'entendre le constat assez inquiétant du professeur Carles au CHU de Nice. Demain, on sera avec le docteur Lévi Mosiconacci pour faire le point à Marseille. Tout ça pour dire que dans notre région, les chiffres sont mauvais, l'épidémie se propage. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une forme de, pas de plan Marshall, mais en tout cas de priorité donnée aux régions très touchées quand même sur cette question de la vaccination ?
Oui, effectivement, Nicolas, vous faites l'écho d'une voix qu'on commence à entendre de plus en plus. C'est cette voix qui consiste à dire il y a des régions, toutes les régions ne sont pas au même niveau de circulation du virus, c'est une évidence, pas au même niveau de circulation des variants. Et la région sud, la région est globalement, et puis la région parisienne sont des régions où on voit ce taux d'incidence très élevé. Et on peut effectivement se demander pourquoi il n'y a pas une priorité donnée dans ces régions-là. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui viennent un petit peu partout dans l'Europe également, puisqu'on sait notamment que Pfizer est en train d'installer une usine, je crois, en Allemagne pour produire ici plus localement des vaccins et alimenter encore plus facilement le marché européen qui est bien sûr très en demande de ces fameuses doses et de ces petits flacons qui valent de l'or aujourd'hui pour la santé de tout le monde. Et vous nous apprenez aussi demain que des anticorps de lama, l'animal, pas le chanteur, peuvent servir à diagnostiquer le Covid. Oui, effectivement, ça peut faire sourire votre blague, mais également... Vous savez pourquoi je la fais? Juste, je vous raconte, parce que Eric Revel, qui n'est pas là ce soir, est un grand fan de Serge Lama, et il a appris hier que Serge Lama a arrêté ses tournées. Voilà, donc il n'y a aucun rapport, c'est d'une lourdeur absolue, mais voilà pourquoi ça m'est venu. Oui, mais effectivement, en tout cas, des chercheurs marseillais avec des confrères lillois du Nord, ils ont travaillé ensemble et ils ont réussi à développer une nouvelle technique de test qui permet encore plus facilement de déterminer ou pas si on est infecté au coronavirus, une méthode qui est encore plus sensible que les tests PCR actuellement utilisés. Et donc là aussi, c'est une avancée puisque ça permettra sans doute plus facilement de déterminer si on est malade et si oui, de quel variant on est infecté. Donc dans cette course scientifique pour prendre le pas sur le virus, une bonne nouvelle et une avancée scientifique marseillaise. Et je serais tenté de dire, Nicolas, une avancée scientifique marseillaise de plus, parce que depuis le début de cette pandémie, on voit bien que les chercheurs marseillais essayent d'être en pointe et se sont donné les moyens, en tout cas, d'être au rendez-vous de l'attente sanitaire de tout un pays. Une dernière chose qui concerne le pays, mais beaucoup de notre région, ce sont les parcs nationaux qui réclament plus de moyens. C'est à lire aussi demain dans les éditions de la Provence. Alors oui, dans la région, on ne manque pas de véritables richesses naturelles et de parcs naturels régionaux, que ce soit dans les Alpes, que ce soit dans le Var, les Alpes-Maritimes et bien sûr dans les Bouches-du-Rhône. Prenons l'exemple par exemple du parc national des Calanques à l'est de la ville, 3 millions de visiteurs l'an dernier et pour autant, dans l'ensemble de ces parcs, pour des questions de budget, on réduit les effectifs et il y a donc une forme de colère en disant on est dans une civilisation où aujourd'hui on veut protéger au maximum la nature, où on veut que les gens la découvrent en la respectant et en même temps, paradoxe, on réduit les moyens alloués à ces parcs et tous les dispositifs pédagogiques de sécurité pourront en partie être remis en cause. Donc on fait écho de cette colère dans la Provence ce jeudi. Voilà, et vous l'avez remarqué, notre réalisateur Sébastien Lyotard est injouable. Il a dégainé tout de suite ces images du parc des Calanques. Il n'était pas au courant et il a réagi très vite, comme tous les soirs, l'occasion de saluer une nouvelle fois notre formidable équipe technique. Vous reparlerez aussi demain dans la Provence de la victoire de l'Olympique de Marseille qui s'est imposé en Coupe de France, qui renoue avec la victoire 2-0 sur le terrain d'Auxerre. C'était cet après-midi. Carton plein pour les clubs de notre région parce que l'OGC Nice est allé battre Nîmes aussi sur son terrain, et puis Monaco, même si c'est pas en France, mais ça évolue dans le championnat de France, en 32e de finale de la Coupe de France, s'est imposé du côté de Grenoble, je crois, 1-0, Nice 3-1 et Marseille 2-0 sur le terrain d'Auxerre. On a fait le tour, mon cher Guilhem, merci beaucoup, bonne soirée à vous, on se retrouve demain si vous le voulez bien. Avec plaisir. Et on va rester en Provence du côté de Saint-Martin-de-Crau pour ce reportage consacré au salon agricole de la commune qui n'a pas été annulé, tout simplement parce que la ville souhaite soutenir la filière agricole. Et on la comprend, c'est un reportage de Yentel Criado. Alors vous remarquez que 2 de nos ânesses portent des sonnailles traditionnelles. Les béliers, les ânes et les moutons. À Saint-Martin-de-Crau, on a retrouvé la douce odeur de la nature et ça fait du bien. La ville a accueilli la 39e édition de la foire agricole. Éleveurs, bergers, tondeurs et artisans étaient au rendez-vous. Nous avons des artisans, aussi bien des vendeurs de sonnailles que des vêtements
pour les éleveurs, vous allez trouver également du fromage. Voilà, ce sont vraiment des caractéristiques d'une foire agricole où vous pouvez trouver vraiment tout ce que recherchent les éleveurs ou tout ce que recherchent les acteurs du monde agricole sur cette foire de Saint-Martin-de-Croix. Une foire réunissant tous les professionnels. Philippe est arrivé ce matin de Corse en bateau avec ses 12 béliers de race corse que des éleveurs du continent lui ont réservés. Une race rustique et laitière. C'est pas une race bouchère comme la plupart des races qui sont ici. Et c'est une race de tout petit format. Les brebis elles font 35 kg et les béliers font 50 kg. Et l'autre particularité, vous pouvez le voir sur le lot qui est derrière moi, c'est que la couleur des toisons n'est pas fixée. Il y a des brebis noires, blanches, grises et rousses. L'événement est surtout l'occasion pour les agriculteurs de se retrouver après cette année difficile où tout a été annulé et continue de l'être, comme le Salon international de l'agriculture à Paris. La municipalité de Saint-Martin-de-Croix a alors tenu à maintenir sa foire pour soutenir le monde agricole, un moment de partage et d'échange. Du coup, on partage la façon dont on a vécu la crise chacun de notre côté et au moins ça nous permet d'éviter de nous retrouver tout seuls sur nos fermes ou avec nos animaux, même si on est occupé et qu'on passe du temps et qu'on n'a pas forcément le temps de penser à ça, mais justement de se retrouver nous permet de faire un point sur savoir où on en est, sur nos animaux, sur notre élevage et sur nous-mêmes. Et donc c'est important pour nous et pour notre santé de pouvoir participer à des événements comme celui-là. Le salon est aussi appelé la foire de la Saint-Valentin, car il a lieu chaque année la semaine de la Saint-Valentin, mais pas seulement. Ça correspond à la date de sortie des prés, où en fait il faut sortir des prés le 17 février dans la Croix. Historiquement c'était comme cela. Et même si aujourd'hui les pratiques ont quelque peu évolué, mais voilà, donc ça reste emblématique. Et c'est souvent là aussi que les bergers venaient chercher leur patron pour savoir où est-ce qu'ils allaient partir en montagne l'été. Donc ça a toujours été un carrefour. Cette foire est un carrefour de notre métier. Alors que certains sont encore en pleine négociation, d'autres se laissent séduire. Après tout, il faut savoir faire et se faire plaisir. Non, c'est une sonaille. Allez, c'est un cadeau, hein. C'est le fils depuis qu'il allait chercher une avec les aides de l'Ouest. Alors, il est éleveur, il a 26 ans. Il va prendre la relève de l'exploitation. Moi, c'est pour ma brebis qui a 2 agneaux, c'est pour la récompenser. Comme elle a bien travaillé, je lui donnerai une belle somme. Un peu plus loin, c'est une démonstration pleine de douceur. Dominique file la laine des chèvres angora. Le poil rentre par un axe, il sort par un autre. Grâce à ça, quand on tourne la roue, il y a la partie vitale qui s'appelle l'épinglier, qui va tourner les poils les uns sur les autres. Une laine qui permet à cette tisserande de confectionner ses accessoires, bonnets, tours de cou, mitaines, dans la joie et la bonne humeur. Que du bonheur! Les foires, le plein air et les gens qui viennent et les bêtes, c'est génial. Un événement qui aura permis aux visiteurs comme aux participants d'unir leurs forces et de reprendre du poil de la bête. Et c'est fabuleux parce qu'on a même le temps de voir le dernier reportage de ce grand direct. On reste dans le monde animalier avec ce très beau centre au Bossé dans le Var qui accueille des chevaux en détresse, des chevaux qui auraient dû être destinés à l'abattoir et qui peuvent donc couler là-bas une retraite bien paisible. Le reportage est signé Thomas Bernabé. L'équitation plus qu'un loisir, une passion pour les initiés. Si l'on trouve des centres équestres un peu partout sur notre territoire, il y en a un au Bossé qui a fait le choix de sauver des animaux en situation de péril. Je ne voulais pas juste faire un centre équestre classique avec de beaux chevaux. Je voulais profiter de cette occasion pour sauver des animaux. Donc petit à petit, j'ai démarré avec 5 poneys. Je faisais les tours de poneys sur la place du village au Bossé et des poneys récupérés, sauvés. J'ai pris beaucoup de temps pour avoir ces premiers 5 poneys. Et puis les années ont passé et chaque année on m'appelait pour sauver d'autres poneys. Donc voilà, et aujourd'hui j'en arrive à une structure avec 39 chevaux au total. Sur ces 39 chevaux, 75% proviennent de cirques, de centres équestres ou sont d'anciens chevaux de course. Trop vieux, blessés ou avec des pathologies trop lourdes financièrement pour être assurés par leurs précédents propriétaires. Mais pour Sarah, aucun frein à l'accueil de ces bêtes qui ont chacune leurs histoires. Ça c'est Happy Angel, donc c'est un ancien cheval de course de steeple, donc d'obstacle, qui a malheureusement fait une chute à une course.
Il s'est cassé l'os derrière le genou qui s'appelle le pisiforme, donc vraiment une très très grosse fracture. Le problème de Flèche, c'est qu'il a des grosses allergies, notamment cutanées, il fait de la dermite estivale. Et également, il a des problèmes respiratoires. Celle-ci, c'est une ponette qui s'appelle Kiowa. C'est l'une des stars de la petite licorne parce que les enfants se l'arrachent. Elle est extrêmement gentille avec les enfants. C'est un excellent maître d'école. Malgré qu'elle ne soit pas parfaite, en tant que poney de club, elle est parfaite. La dernière arrivée au sein du centre équestre, c'est Rajoline. Cette jument de course s'est fracturé le sésamoïde interne de l'intérieur gauche. Impossible pour elle de reprendre le galop pour l'instant. Malgré tout, les équipes du centre équestre la chouchoutent en attendant son rétablissement. C'est une jument qui est super agréable aux soins. Nous là, du coup, notre travail actuellement, c'est de veiller à ce que du coup, ça n'empire pas, notamment sur l'autre membre, vu qu'elle compense dessus. Donc on lui fait régulièrement des bandages, des soins, des massages aussi parce qu'elle a des petites contractures musculaires. Donc on lui fait régulièrement des massages, des bandages comme vous voyez sur ce membre-là pour pas qu'il vienne compenser. Et puis l'entretien de son box évidemment pour qu'elle vive dans un lieu le plus propre possible. Chouchouter, dorloter et bien entendu soigner ces animaux sont le leitmotiv des équipes du centre équestre. Il faut savoir que ces chevaux ou poneys ne sont pas en fin de vie et peuvent encore être mis au contact du public. Une belle seconde vie pour ces animaux qui l'ont bien mérité. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève ce grand direct en ce mercredi soir. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle, 19h35, ce magazine exceptionnel auprès des étudiants qui souffrent de la crise de la Covid-19. À la baguette, Stéphanie Mossman, que je remercie également pour la préparation de ces émissions. Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Greg Favot, Fabrice Justo et Philippe Caudet constituaient ce soir notre équipe technique. Passez une très bonne soirée et à demain sur les antennes d'Azur TV.